L'été 1370 marque un tournant dans la guerre de Cent Ans. Les Anglais sont ruinés. Leur participation désastreuse à la guerre civile de Castille a vidé leurs coffres. Édouard III, le roi d'Angleterre, se retrouve face à un problème majeur. Comment continuer la guerre sans argent? La solution est simple et brutale. Il envoie Robert Knoll en France avec une mission claire, se financer par le pillage. Knoll débarque à Calais en juillet avec entre 4 et 6 000 cavaliers. C'est un vétéran redoutable, un homme qui a fait ses preuves lors du combat des 30, à la bataille d'Auray et dans toutes les guerres de Bretagne. Mais cette fois, il n'a aucune instruction du roi, aucun plan de bataille, aucune stratégie, juste une armée affamée de butin et l'ordre implicite de faire le plus de dégâts possible. La chevauchée commence. Knoll et ses hommes déferlent sur la France comme une tempête de feu et de sang. Ils évitent soigneusement les villes fortifiées, trop coûteuses à assiéger, et s'attaquent aux villages sans défense. Arras ferme ses portes, Reims également, mais les campagnes brûlent, les moissons partent en fumée. Les paysans fuient dans les forêts avec leurs maigres possessions, tandis que les cavaliers anglais incendient leurs maisons. La troupe de Knoll avance rapidement à travers le Boulonnais, contourne Noyon, évite Reims et Troyes. Partout où il passe, la désolation suit. Les chroniques de l'époque parlent de villages entiers réduits en cendres, de populations terrorisées, de récoltes détruites. C'est une guerre économique, une guerre d'usure. Knoll ne cherche pas la bataille rangée. Il sait que Charles V refuse systématiquement l'affrontement direct depuis le désastre de Poitiers, où son père Jean II fut capturé en 1356. Le 23 septembre, l'armée anglaise se présente devant Paris. La capitale est protégée par de nouvelles fortifications, achevées grâce aux subsides votés par les États généraux. Charles V, enfermé derrière ses murailles, observe l'ennemi. Il ne bouge pas. Il applique sa stratégie de terre déserte, laisser l'ennemi s'épuiser dans le vide. Et paya. Les Anglais brûlent les faubourgs pendant 2 jours, mais ils ne peuvent rien contre les murs de la ville. Et brûlent les octobre, pas les S. Sans bataille, sans siège possible, Knoll repart vers le Maine. Mais le moral de ses troupes commence à faiblir. Les hommes sont épuisés. L'hiver approche, et surtout, les tensions montent entre les capitaines. Qui va garder le butin? Comment partager les rançons? Les querelles éclatent au grand jour. Pendant que Knoll ravage le pays, Charles V prépare sa riposte. Le 2 octobre 1370, il prend une décision historique. Il nomme Bertrand du Guesclin, connétable de France. C'est la plus haute charge militaire du royaume. Du Guesclin devient le commandant suprême des armées françaises. Ce choix est audacieux. Du Guesclin n'est pas un grand seigneur. Il n'a pas de titre prestigieux. C'est un petit noble breton, laide et trapu, qui s'est élevé par son courage et son génie militaire. Mais c'est justement ce que Charles V recherche. Un chef de guerre qui connaît la valeur de chaque homme, qui privilégie l'efficacité sur l'apparat, qui sait frapper vite et fort. Du Guesclin a une réputation redoutable. Il a vaincu Charles le Mauvais à Cocherel. Il a combattu en Castille aux côtés d'Henri de Trastamare. Il connaît les tactiques anglaises pour les avoir affrontées à Auray, où il fut capturé puis libéré contre rançon. Surtout, il comprend une chose essentielle. Les Anglais sont invincibles dans une bataille rangée grâce à leurs archers, mais ils sont vulnérables aux embuscades, aux attaques surprises, aux marches forcées qui les prennent de vitesse. Le 28 octobre, à Pontorson, du Guesclin scelle une alliance extraordinaire avec Olivier de Clisson. Les 2 hommes jurent fraternité d'armes, main posée sur les évangiles. Clisson, qui a combattu aux côtés des Anglais à Auray et y a perdu un œil, a changé de camp par dégoût de l'influence anglaise en Bretagne. Cette alliance crée un duo redoutable, du Guesclin le stratège, Clisson le guerrier impitoyable. Du Guesclin lève immédiatement une armée à Caen. Il rassemble des Bretons et des Gascons qui lui sont totalement dévoués. Pas de grands seigneurs capricieux, pas de chevaliers plus préoccupés par leur gloire personnelle que par la victoire. Juste des combattants aguerris,
qui connaissent la valeur de la discipline. Da valeur de la discipline, da valeur de la discipline, da valeur de la discipline. Les maréchaux Mouton de Blainville et Arnould d'Audrehem le rejoignent avec leurs troupes. Parallèlement, Louis de Sancerre commande une seconde force de 1200 hommes qui avance depuis Vendôme. Le plan est simple, encercler l'armée anglaise et la détruire morceau par morceau. Pas de bataille frontale où les archers anglais pourraient décimer les charges françaises. Non, une guerre de mouvement, rapide, brutale, implacable. Novembre 1370. L'hiver s'installe. Le froid devient mordant. L'armée de Knoll est épuisée après des mois de pillage. Les hommes ont les sacoches pleines de butin mais les corps brisés par la fatigue. Et surtout, les chefs se déchirent. La question du butin devient un poison. Knoll veut sa part. Thomas Granson, un autre capitaine, refuse de partager équitablement. Hugh Calveley, David Holgrave, Geoffrey Horsley, tous ces vétérans qui ont fait leurs preuves sur les champs de bataille, se querellent comme des marchands. Personne ne veut céder. Chacun estime mériter la plus grosse part. Knoll propose de se replier en Bretagne pour passer l'hiver. L'idée est sensée. Les Français se rapprochent. Du Guesclin est maintenant connétable. Rester dispersé en plein territoire ennemi avec l'hiver qui arrive est suicidaire. Mais les autres capitaines refusent. Ils veulent continuer à piller. Ils veulent plus de butin, plus de rançon. La rupture est consommée. Knoll, furieux, part avec sa troupe vers l'ouest. Il emmène les hommes les plus loyaux et, selon les chroniques, une part considérable du butin. Derrière lui, l'armée anglaise se fragmente en 4 groupes distincts. Thomas Granson et Hugh Calveley commandent un groupe d'environ 600 à 1200 hommes. Walter Fitzwalter dirige une seconde force à quelques kilomètres au sud. John Minsterworth contrôle un 3e groupe, dont on ignore aujourd'hui l'emplacement exact. Et Knoll, donc, avec le 4e. Cette division est une catastrophe militaire. Une armée unie de plusieurs milliers d'hommes se transforme en petite bande vulnérable. Du Guesclin ne pouvait espérer meilleure occasion. Il sait maintenant où frapper. Le 3 décembre au soir, la situation est la suivante. Knoll est quelque part à l'ouest. Le Granson et ses hommes sont dispersés le long du Loir, entre Pont-de-Valin et Mayette. Fitzwalter est plusieurs kilomètres au sud. Minsterworth, personne ne sait où il se trouve. Les Anglais sont éparpillés, fatigués, divisés. Du Guesclin reçoit ces informations avec satisfaction. Il est au Mans, qui vient d'ouvrir ses portes aux troupes françaises. La ville était aux mains des Anglais, mais devant l'arrivée du connétable, les portes se sont ouvertes sans résistance. C'est un signe. Le vent tourne. Thomas Granson est un homme confiant, trop confiant. Il sait que Du Guesclin a été nommé connétable. Il connaît sa réputation. Mais Granson croit en la supériorité tactique de l'arc long anglais. Depuis Crécy et Poitiers, cette arme a fait des ravages dans les rangs français. Des chevaliers lourdement armés, avec leurs destriers caparaçonnés, décimés par des pluies de flèches avant même d'avoir pu charger. Granson pense qu'avec Robert Knoll absent, c'est l'occasion idéale de récupérer toute la gloire et toutes les rançons pour lui seul. Il prend une décision téméraire. Il envoie un héraut d'armes à Du Guesclin pour lui demander bataille. Le message est clair. Fixons une date, une heure, un lieu, et battons-nous comme des chevaliers. Si Du Guesclin refuse, il sera couvert de honte. Le héraut anglais se met en route. En chemin, il rencontre un héraut français qui revient du Mans. Le G de Drew, Mans, V, B, Drew, Mans, tu, V, tu, tu. Les 2 hommes font route ensemble jusqu'au château de Viré, où Du Guesclin s'est installé. Ils arrivent le soir. Du Guesclin reçoit le héraut avec bienveillance. L'homme transmet le message de Granson. Autour de Du Guesclin se trouvent ses principaux lieutenants, le comte de Saint-Paul et ses 2 fils, Olivier Du Guesclin son frère, les 2 de Mauny et de Beaumont, Guy XII de Laval. Tous écoutent le défi. La réponse de Du Guesclin est calculée. Il regarde le héraut droit dans les yeux. « Recommandez-moi auprès de votre maître, et dites-lui bien que dans peu de temps,
Il aura de mes nouvelles. Puis il fait servir à boire au héros. Beaucoup à boire. Le vin coule généreusement. Le héros, flatté de l'accueil, boit avec plaisir. Les heures passent. Le vin continue de couler. Le héros finit complètement ivre et s'endort sur place. Pendant ce temps, Du Guesclin donne ses ordres. On part, maintenant, en pleine nuit, sous la pluie battante qui commence à tomber. Pas de trompette, pas de bannière déployée. Silence absolu. L'armée française se met en marche dans l'obscurité. Ce que Du Guesclin a accompli les 1 et 2 décembre 1370 entre dans la légende. Son armée parcourt 160 km en 2 jours, plus de 80 km par jour, avec des hommes en armure, des chevaux chargés, sur des routes boueuses de décembre, sous une pluie glaciale. Les chroniqueurs de l'époque parlent d'une des marches les plus extraordinaires jamais réalisées. Du Guesclin sait que la rapidité est son meilleur atout. Grandson attend une réponse au défi. Il pense avoir le temps de rassembler ses troupes dispersées dans les villages alentours. Il croit que Du Guesclin va jouer le jeu chevaleresque, fixer une date, arriver en ordre de bataille avec bannières et trompettes. Mais Du Guesclin n'est pas un chevalier traditionnel. Il est un guerrier pragmatique. Il sait que les batailles se gagnent par la surprise, l'audace, la vitesse, pas par le respect des conventions. Les hommes marchent toute la journée du 1er décembre. Quand la nuit tombe, au lieu de camper, Du Guesclin ordonne de continuer. La pluie redouble d'intensité. Les chemins se transforment en rivières de boue. Les soldats glissent, trébuchent, jurent dans l'obscurité. Mais personne ne proteste. Ils connaissent leur chef. Ils lui font confiance. Le 2 décembre, l'armée atteint Le Mans. La ville vient de se rendre aux Français. Mais Du Guesclin ne s'arrête pas. Il fait juste une courte halte pour se renseigner. Des éclaireurs lui confirment que Grandson est à Mayette avec ses hommes, mais qu'il attend des renforts. Parfait. Du Guesclin repart immédiatement. Encore une marche forcée. Ses hommes sont près de l'épuisement total. Certains tiennent à peine debout. Les chevaux montrent des signes de fatigue extrême, mais le connétable pousse sans relâche. Chaque heure compte, chaque minute compte. La nuit du 3 au 4 décembre, l'armée française continue d'avancer dans l'obscurité. La pluie n'a pas cessé. Les hommes sont trempés jusqu'aux os. Le froid mord les chairs. Mais Du Guesclin sait qu'il est proche, très proche. À l'aube du 4 décembre, l'avant-garde française arrive en vue de Pont-Valin. Le jour se lève lentement sur un paysage détrempé. Les plaines du Rigalet sont transformées en marécages. Et là, à quelques centaines de mètres, le camp anglais. Du Guesclin ordonne une halte. 1 heure de repos. Juste 1 heure. Les hommes s'effondrent sur place, épuisés. Certains s'endorment immédiatement malgré la boue et le froid. Mais Du Guesclin ne dort pas. Il observe le camp ennemi. Le camp anglais est calme, trop calme. Les hommes de Grandson aperçoivent bien quelques mouvements de troupes au loin, mais ils ne s'inquiètent pas. Ils attendent des renforts, et les bannières françaises ne sont pas déployées. Comment savoir qui sont ces soldats dans la brume matinale? Du Guesclin laisse passer l'heure de repos, puis il donne l'ordre de se préparer. Les hommes se lèvent péniblement. Leurs muscles sont raides. Leurs vêtements collent à leur peau. Mais ils obéissent. Le connétable organise son avant-garde. 500 hommes, l'élite de son armée. Lui-même prend la tête. À ses côtés, le comte de Saint-Paul et ses 2 fils, Olivier du Guesclin, les 2 de Mauny et de Beaumont, Guy XII de Laval. Tous des guerriers éprouvés, tous prêts à mourir pour la France. Puis, soudain, les étendards se déploient, les trompettes sonnent, l'armée française se met en marche vers le camp anglais. L'effet est saisissant. Les Anglais, qui observaient vaguement ces mouvements, réalisent brutalement ce qui se passe. C'est Du Guesclin, c'est l'armée française, et elle est là, maintenant, prête à combattre. Le camp anglais explose en mouvements désordonnés. Les hommes courent dans tous les sens. Certains sont encore en train de se réveiller. D'autres cherchent frénétiquement leurs armes. Les archers tentent de sortir leurs arcs, de trouver leurs carquois. Les hommes d'armes enfilent à la hâte leurs armures. Environ 500 à 600 soldats anglais réussissent à se mettre en formation. Ils se rangent autour de Grandson, prêts à combattre. Mais ils ne sont pas prêts, pas vraiment.
pas pour ce qui arrive. Du Guesclin interdit de sonner la charge. Il veut maximiser l'effet de surprise. Alors il lance ses hommes en criant « Montjoie, Du Guesclin » et l'avant-garde française charge. Ce n'est pas une charge de cavalerie traditionnelle. Du Guesclin sait que les chevaux sont des cibles faciles pour les archers anglais. Non, ces hommes chargent à pied. Ils courent dans la boue, masse d'armes levées, épée tirée, hache brandie. Le choc est brutal. Les lances s'entrechoquent violemment. Les Français enfoncent les premiers rangs anglais. Le bruit est assourdissant. Le métal qui frappe le métal, les cris de guerre, les hurlements de douleur, le fracas des armes qui brisent les boucliers. Mais les Anglais tiennent. Ils sont surpris, désorganisés, mais ce sont des vétérans. Ils ont combattu en Bretagne, en Castille, partout où l'Angleterre a mené ses guerres. Ils savent se battre, la ligne se stabilise. Le combat devient une mêlée sanglante où aucun camp ne prend l'avantage. Du Guesclin voit que ses hommes s'épuisent. Ils ont marché toute la nuit, ils sont moins nombreux que prévu. Le reste de l'armée peine à arriver, il faut changer de tactique. Alors il crie à ses hommes « Sortez les haches !» Les guerriers français abandonnent leurs lances et tirent leurs haches de guerre. Ces armes sont dévastatrices contre les armures. Elles fracassent les casques, brisent les bras, défoncent les boucliers. Les Français frappent avec une rage décuplée par la fatigue et l'adrénaline. Les lignes anglaises commencent à fléchir. Mais Grandson n'a pas dit son dernier mot. Il appelle des renforts. Un de ses lieutenants, Orcel, rassemble les fuyards dans le bois de Fautreau. Une contre-attaque se prépare pour prendre Du Guesclin par l'arrière. Grandson envoie aussi un messager vers David Holgrave pour qu'il amène ses 500 hommes immédiatement. Du Guesclin, seul avec son avant-garde, se retrouve dans une position délicate. Il est en train de gagner, mais il n'a pas assez d'hommes pour l'emporter définitivement. Si les renforts anglais arrivent avant les siens, ce sera le désastre. Arnould d'Audrehem est un vétéran de 70 ans. Maréchal de France, il a combattu à Poitiers, où il fut capturé puis libéré contre rançon. Il commande le corps de bataille français avec 800 hommes, et il arrive enfin. Ses troupes surgissent au moment critique. Orcel, qui tentait de rassembler les fuyards anglais dans le bois de Fautreau, se retrouve face à 800 guerriers français frais. Le choc est immédiat. D'Audrehem charge sans hésiter. Il coupe la route aux renforts anglais. Les rangs ennemis rompent. Les Anglais qui tentaient de se regrouper sont dispersés. Orcel est tué dans la mêlée. Les fuyards abandonnent tout espoir de contre-attaque et se dispersent dans la nature. Sur le champ de bataille principal, Du Guesclin sent la balance pencher en sa faveur. Les forces sont maintenant égales. Mais les Anglais sont démoralisés. Ils ont été surpris au réveil. Ils ont vu leurs camarades massacrés. Ils voient arriver sans cesse de nouveaux Français. La mêlée devient un carnage. Les haches françaises brisent les défenses anglaises. Les hommes tombent par dizaines. Le sang se mêle à la boue. Les cris des blessés se mêlent au fracas des armes. Mais les Anglais ne se rendent pas facilement. Ils combattent avec l'énergie du désespoir. Chaque mètre de terrain est disputé. Chaque homme qui tombe emporte souvent un ennemi avec lui dans la mort. Soudain, en fin de journée, 2000 Anglais arrivent en renfort. Ce sont probablement les hommes de Holgrave qui ont enfin réussi à se rassembler. Leur arrivée change tout. Les forces s'équilibrent à nouveau. Le combat doit reprendre. Les Français, épuisés, doivent tenir encore. Mais Du Guesclin a un dernier atout. Olivier de Clisson arrive avec 500 hommes. Le seigneur breton, qui a perdu un œil à Aureil en combattant aux côtés des Anglais, connaît parfaitement leur tactique. Il se jette sur les renforts avec une férocité terrible. L'arrivée de Clisson fait basculer définitivement l'affrontement. Les Anglais, qui pensaient pouvoir inverser la situation, se retrouvent submergés. La fatigue, la surprise initiale, les pertes accumulées, tout cela pèse sur leur morale. 1 à 1, les capitaines anglais capitulent. Ils n'ont plus le choix. Continuer à combattre serait un suicide. Les soldats jettent leurs armes. Certains tentent de fuir, mais les Français les poursuivent impitoyablement. Thomas Grandson voit la bataille lui échapper. Il a provoqué Du Guesclin avec arrogance. Il pensait remporter une victoire facile et empocher toutes les rançons. Maintenant,
Son armée est en déroute. Ses hommes se rendent ou fuient. Tout s'effondre. Il réalise qu'il doit capituler. C'est la seule solution. Mieux vaut être prisonnier que mort. Il peut payer une rançon. Il peut survivre. Il se dirige vers Du Guesclin pour se rendre officiellement. Mais au dernier moment, quelque chose se brise en lui. L'orgueil, peut-être, ou la rage de la défaite. Au lieu de rendre son épée calmement, Grandson saisit sa hache. Il tente de porter un coup à Du Guesclin. Le connétable l'évite de justesse. Grandson est épuisé, ses gestes sont lents. Du Guesclin lui fait un croche-pied. Le baron anglais tombe lourdement dans la boue. Immédiatement, Du Guesclin tire une dague et menace de l'embrocher. Olivier de Clisson accourt. Il voit Grandson à terre, à la merci de Du Guesclin. La rage au cœur, il s'apprête à achever l'anglais. Mais Du Guesclin l'arrête. « Capitaine, cessez de vous battre, ou je vous transperce le corps avec ma dague. » Grandson se rend enfin. La bataille de Pontvalin est terminée. Le sol est jonché de cadavres anglais. Les survivants sont faits prisonniers. Le butin des Anglais, accumulé pendant des mois de pillage, est énorme. Du Guesclin le distribue équitablement à ses hommes, jusqu'au palefrenier. La victoire est totale. Du Guesclin a réussi un exploit extraordinaire. Une marche forcée de 160 km suivie d'une attaque surprise victorieuse contre une armée anglaise. L'audace, la rapidité, le génie tactique ont triomphé. Mais la journée n'est pas terminée. Du Guesclin apprend qu'une armée française, commandée par Louis de Sancerre, est encore à quelques heures de là. Elle devait rejoindre la bataille, mais Du Guesclin a frappé trop vite. Sancerre, en apprenant le succès de Pontvalin, file au sud vers le corps de Walter Fitzwalter qui se replie vers Vaas. Le 5 décembre, la poursuite commence. Walter Fitzwalter commande la deuxième force anglaise importante encore intacte. Quand il apprend le désastre de Pontvalin, il réalise le danger. Il ordonne immédiatement le repli vers Vaas, où se trouve une abbaye fortifiée avec une garnison anglaise. C'est un refuge, un lieu où se réorganiser, résister peut-être. Mais Fitzwalter n'a pas le temps de se préparer. Louis de Sancerre arrive avant lui et l'attaque en plein mouvement. Les Anglais, pris de vitesse, tentent désespérément de se mettre en formation. Impossible. Sancerre les frappe avec violence. Le combat est bref et sanglant. Les Anglais n'ont aucune chance. Ils sont épuisés par la marche forcée, démoralisés par les nouvelles de Pontvalin et maintenant attaqués par une armée française fraîche. Fitzwalter résiste du mieux qu'il peut, mais ses hommes tombent par centaines. Du Guesclin arrive sur la fin des combats. Il voit le travail déjà accompli par Sancerre et complète la victoire. Ensemble, ils font un nombre considérable de prisonniers. Parmi eux se trouve Thomas Grandson, capturé cette fois définitivement par Olivier de Clisson, qui n'a pas oublié sa tentative de trahison. Les murs de l'abbaye de Vaas tremblent sous les assauts français. La garnison anglaise, terrifiée, refuse d'ouvrir les portes aux fuyards. Ils craignent de laisser entrer les Français en même temps. Résultat, des centaines d'Anglais sont massacrés sous les murs de l'abbaye qui devait les protéger. Le 6 décembre, Du Guesclin entre à Saumur. La ville capitule sans résistance. En 3 jours, le connétable a brisé l'armée anglaise, libéré le Maine, pris Vaas et Saumur. C'est un triomphe absolu. Dans la foulée, Du Guesclin fait célébrer une cérémonie en l'honneur d'Arnould d'Audrehem. Le vieux maréchal, blessé mortellement à Pontvalin, meurt quelques jours plus tard. Il avait 70 ans et a donné sa vie pour la France. Du Guesclin fait enterrer soigneusement tous ses morts et placer sur leur tombe des croix de bois que les habitants renouvelleront pendant des siècles. L'armée anglaise est maintenant en pleine déroute. Les survivants tentent de rejoindre Knoll en Bretagne. Mais Du Guesclin et Clisson les poursuivent sans relâche. Ils harcèlent constamment les fuyards. Chaque jour apporte son lot d'embuscades, de raids, d'escarmouches. Les Anglais réussissent à atteindre le gué de Saint-Maur. Hugh Calveley, qui n'a participé à aucune des 2 batailles, a déjà franchi avec ses hommes. Au-delà du gué se trouve une abbaye fortifiée occupée par une garnison anglaise. Un havre de sécurité, ou du moins, c'est ce que pensent les fuyards. Mais quand ils arrivent épuisés sous les murs de l'abbaye,
les occupants anglais refusent d'ouvrir. Ils craignent que les Français, qui poursuivent de près, entrent en même temps. C'est une décision pragmatique, mais cruelle. Les Anglais piégés se retournent pour faire face. Ils n'ont plus le choix. C'est combattre ou mourir. Du Guesclin, maintenant rejoint par Sancerre, les encercle. Le massacre recommence sous les murs de l'abbaye. Les quelques survivants supplient qu'on leur ouvre les portes. Rien n'y fait. Quand le combat s'achève, ce qui reste de l'armée de Knoll a pratiquement cessé d'exister. Quelques groupes dispersés fuient vers le sud en direction de la Guyenne. D'autres tentent de rejoindre la Bretagne. Mais partout, les Français les traquent. Du Guesclin poursuit certains groupes jusqu'à Bressuire. Là, le même scénario se répète. Les Anglais tentent de se réfugier dans un château occupé par une garnison anglaise. Mais la garnison refuse d'ouvrir les portes par peur de laisser entrer les Français. Les fuyards sont exterminés sous les murs du château qui devait les sauver. Sancerre, pendant ce temps, reconquiert méthodiquement tous les châteaux capturés par Knoll pendant sa chevauchée. Un par un, ils tombent. Les garnisons anglaises, démoralisées par les nouvelles des batailles, se rendent souvent sans combattre. Celles qui résistent sont rapidement submergées. Robert Knoll, lui, réussit à atteindre la Bretagne avec les hommes qui lui sont restés fidèles. Mais c'est une fuite honteuse. Il a laissé ses subordonnés se faire massacrer. Il a fui avec le butin pendant que ses compagnons d'armes mouraient. Son prestige est détruit. Il retournera en Angleterre, mais sa réputation ne s'en remettra jamais vraiment. Thomas Granson, prisonnier, négocie finalement avec Du Guesclin. Il doit payer une rançon énorme. Du Guesclin accepte de le laisser partir à Saumur pour discuter avec ses hommes des conditions. Granson retourne auprès de ses compagnons encore prisonniers dans l'abbaye de Glanfeuille et leur présente les conditions, mais ceux-ci refusent. Furieux et désespérés, ils mettent le feu à l'abbaye avant de s'enfuir en franchissant la Loire. Du Guesclin, informé que l'abbaye brûle, comprend la trahison de Granson. Pour les Anglais, il devient impossible de passer par Saumur, Montreuil-Bellay ou Loudun, toute place tenue par les Français. Ils doivent fuir vers le sud, constamment harcelés, constamment en danger. La bataille de Pont-de-Valin et les combats qui suivent marquent un tournant décisif dans la guerre de Sentence. Pour la première fois depuis Crécy et Poitiers, l'Angleterre subit une défaite totale, humiliante, écrasante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les plusieurs milliers d'hommes qui composaient l'armée de Knoll, seule une fraction survit. Les morts se comptent par milliers. Les prisonniers sont si nombreux qu'ils posent un problème logistique. Les rançons rapportent des fortunes aux capitaines français. Mais au-delà des chiffres, c'est le mythe de l'invincibilité anglaise qui s'effondre. Depuis Crécy en 1346 et Poitiers en 1356, les Anglais semblaient imbattables. Leurs archers décimaient toute charge de cavalerie. Leur tactique défensive était réputée imprenable. Et Knoll lui-même était considéré comme un des meilleurs capitaines de son temps, et Du Guesclin les a battus, pas par miracle, pas par chance, mais par génie tactique. Il a refusé la bataille rangée où les archers anglais auraient massacré ses hommes. Il a frappé à l'aube, par surprise, avant que l'ennemi puisse se déployer. Il a chargé à pied pour éviter que ses chevaux deviennent des cibles faciles. Il a utilisé la vitesse, l'audace, l'effet de surprise. La victoire a aussi des conséquences politiques majeures. Charles V peut maintenant justifier devant les États généraux, le Parlement et les villes le maintien de la levée du fouage. Cet impôt permet d'entretenir une armée permanente de 6 000 hommes. C'est une révolution. Avant, les armées se rassemblaient pour une campagne puis se dispersaient. Maintenant, la France dispose d'une force militaire constante, disciplinée, prête à intervenir à tout moment. Le Maine, l'Anjou, une grande partie du Poitou sont libérés en quelques semaines. Les garnisons anglaises, qui tenaient ces régions depuis des années, se dissolvent. Certains capitaines anglais fuient vers leurs terres. D'autres, capturés au combat, sont libérés contre rançon. Mais tous comprennent que le vent a tourné. L'alliance avec Charles le Mauvais, roi de Navarre, que l'Angleterre tentait de promouvoir, s'effondre. Personne ne veut s'allier avec des perdants. Charles le Mauvais, qui contrôlait encore Cherbourg,
perd rapidement son influence. Le château d'Orbeck est abattu par ordre du roi. La Normandie se soumet progressivement. Pour les Anglais, c'est un désastre financier. La campagne de Knoll a coûté au moins 66 667 livres à Édouard III, une somme colossale pour l'époque. Et pour quel résultat? Des villages brûlés, oui. Des paysans terrorisés, certes. Mais aucune conquête durable, aucune victoire. Juste une armée détruite et une réputation ternie. Les chroniqueurs anglais eux-mêmes reconnaissent l'échec. L'un d'eux écrit que Knoll a obtenu du pillage mais peu d'avantages militaires. Un autre note qu'alors que Knoll avait atteint les portes de Paris, il n'avait pas grand-chose à montrer quand il atteignit la Bretagne. C'est l'illustration parfaite de comment la guerre de Saint-Anse a changé de caractère. Les grandes chevauchées dévastatrices ne suffisent plus. Il faut tenir le terrain, il faut gagner les batailles, il faut vaincre l'ennemi. Bertrand du Guesclin sort de Pont-Valin auréolé de gloire. Il devient un héros national. Les chansons de geste racontent ses exploits. Les chroniqueurs le comparent au plus grand capitaine de l'histoire. Le peuple l'adore. Mais du Guesclin ne se repose pas sur ses lauriers. Dès le 6 décembre, après la prise de Saumur, il repart en campagne. Il sait que la guerre n'est pas finie. Il reste des places fortes anglaises à reprendre, des garnisons à déloger, un pays à reconquérir. Avec Olivier de Clisson à ses côtés, il poursuit méthodiquement la reconquête. Il forme un duo redoutable. Du Guesclin, le stratège, qui planifie les campagnes, choisit les cibles, organise les marches. Clisson, le guerrier, qui frappe avec une violence implacable, qui ne laisse aucun répit à l'ennemi, qui inspire la terreur dans les rangs anglais. Leur fraternité d'armes, scellée à Pontorson, devient légendaire. Ils ont juré de s'entraider, de se défendre comme des frères, de combattre ensemble jusqu'à la mort. Et ils tiennent parole. Partout où l'un va, l'autre suit. Quand l'un est en danger, l'autre accourt. Les campagnes éclairs de du Guesclin inspirent les générations futures. Plus tard, Jeanne d'Arc étudiera ses tactiques lors de la campagne de la Loire. Les chefs français qui reconquerront la Normandie au XVe siècle utiliseront ces méthodes. Son héritage militaire traverse les siècles. Guy XII de Laval, qui s'est particulièrement distingué à Pont-Valin, reçoit de Charles V 4000 livres d'or et une pension de 300 livres par mois. C'est une reconnaissance extraordinaire de son courage et de son efficacité au combat. Le roi sait récompenser ceux qui servent la France avec dévouement. Si Pont-Valin enseigne quelque chose, c'est que dans la guerre d'usure que mène Charles V, la rapidité, l'audace et la cohésion des commandements priment sur la force brute. Les Anglais étaient plus nombreux au début de la campagne. Ils avaient des archers redoutables, ils avaient des capitaines expérimentés, mais ils ont perdu parce qu'ils étaient divisés, lents à réagir, et qu'ils ont sous-estimé leur adversaire. Du Guesclin a compris que la guerre moderne ne se gagne plus comme au temps de Crécy. Il ne suffit plus de rassembler une grande armée, de charger bravement et d'espérer que Dieu donnera la victoire. Il faut être plus rapide que l'ennemi, plus rusé, plus flexible. La marche de 160 km en 2 jours est un exploit logistique extraordinaire. Maintenir une armée en mouvement aussi longtemps, dans de telles conditions, demande une organisation parfaite. Il faut prévoir les vivres, gérer les chevaux, maintenir le moral des troupes, éviter que des hommes se perdent dans l'obscurité. Tout cela pendant que la pluie tombe et que la boue ralentit chaque pas. L'attaque surprise montre le génie tactique de du Guesclin. Il sait que les Anglais sont invincibles s'ils ont le temps de se déployer. Alors il ne leur laisse pas ce temps. Il frappe à l'aube, quand ils sont encore endormis, désorganisés, vulnérables. L'effet de surprise compense largement l'épuisement de ses propres troupes. La coordination entre du Guesclin et Louis de Sancerre est également remarquable. Les deux armées françaises se déplacent en parallèle, communiquent, s'informent mutuellement de leur position. Quand du Guesclin frappe à Pont-Valin, Sancerre est prêt à intercepter Fitzwalter à Vasse. C'est une stratégie d'encerclement parfaitement exécutée. Cette coordination contraste violemment avec la désorganisation anglaise. Knoll abandonne ses subordonnés. Granson provoque du Guesclin par arrogance.
Les capitaines se querellent pour le butin. L'armée se fragmente. Personne ne coordonne les actions. Chacun agit pour soi. Le résultat est catastrophique. Pontvalin marque le début d'une période de succès français qui durera plusieurs années. Charles V et Du Guesclin vont méthodiquement reconquérir les territoires perdus lors du traité de Bretigny en 1360. La stratégie est claire: éviter les grandes batailles rangées où les archers anglais pourraient faire des ravages, privilégier les sièges, les embuscades, les raids rapides, harceler constamment l'ennemi, ne jamais lui laisser de répit, user sa volonté de combattre. Cette guerre d'usure demande de la patience. Elle demande des ressources. Anécite, elle demande une armée permanente, capable de rester sur le terrain pendant des mois. Mais Charles V a les moyens financiers grâce aux impôts permanents votés après Pontvalin. Et il a Du Guesclin. Entre 1370 et 1374, les Français reprennent progressivement tout le centre et l'ouest du royaume, château après château, ville après ville. Les Anglais perdent non seulement du terrain, mais aussi l'allégeance des seigneurs locaux. Quand un seigneur voit les Français gagner partout, il change rapidement de camp. En 1373, Knoll sort brièvement de sa retraite pour aider Jean IV de Bretagne, de nouveau en lutte contre Charles V. Mais le temps des victoires anglaises est révolu. Du Guesclin conquiert une grande partie du duché. Knoll doit rentrer en Angleterre, définitivement cette fois. La chevauchée de John de Gand, duc de Lancastre, en 1373, illustre parfaitement le changement. Lancastre traverse la France de Calais à Bordeaux avec une grande armée. Il brûle et pille sur son passage. Mais il n'obtient aucun résultat militaire tangible. Les Français refusent la bataille. Les villes ferment leurs portes. L'armée anglaise s'épuise dans le vide et arrive à Bordeaux décimée par la fatigue, la faim et les maladies. En 1380, quand Du Guesclin meurt au siège de Châteauneuf de Randon, les Anglais ne contrôlent plus que quelques enclaves côtières en France: Calais, Cherbourg, Bordeaux, Bayonne. Le reste du royaume est libéré. C'est un renversement extraordinaire de la situation par rapport à 1360. Les Français n'oublieront jamais Pontvalin. Du Guesclin fait enterrer ses morts avec tous les honneurs. Il fait placer sur leurs tombes des croix de bois. Les habitants de la région les renouvellent fidèlement pendant des siècles. En 1828, un châtelain voisin, M. Dubignon d'Angers, fait ériger un obélisque en pierre à l'emplacement où Du Guesclin avait fait enterrer ses fidèles bretons. L'inscription est éloquente. Ici, après le combat de Pontvalin, en novembre 1370, Bertrand Du Guesclin, de glorieuse mémoire, fit reposer ses fidèles bretons, un ormeau voisin, sous lequel on éleva une cabane pour les blessés. Une croix de bois plantée sur les morts ont donné à ce lieu le nom d'ormeau ou de croix-brette. Français, que les dissensions intestines, que les invasions étrangères ne souillent plus désormais le sol de notre belle France. Ce message résonne avec force. Pontvalin rappelle ce qu'une nation unie peut accomplir. Du Guesclin a vaincu non pas par la force brute, mais par l'intelligence, la rapidité et la coordination. Il a montré que les Français pouvaient battre les Anglais s'ils adoptaient les bonnes tactiques. Le lieu de la bataille devient un site de mémoire. Des générations de Français viennent s'y recueillir. On y évoque les exploits du connétable. On y raconte comment une armée épuisée a vaincu par surprise. On y enseigne aux jeunes les vertus de l'audace et du courage. Les chroniqueurs médiévaux écrivent des pages entières sur la bataille. Froissart, le grand chroniqueur de la guerre de Sentence, décrit en détail la marche forcée de Du Guesclin. Il parle une de ces marches dont il avait le secret. Il admire le génie tactique du connétable, sa capacité à surprendre l'ennemi, son sens de l'opportunité. Les chansons de geste célèbrent Du Guesclin comme un héros national. Elles racontent comment le petit noble breton est devenu connétable de France, comment il a battu les Anglais à Pontvalin, puis à Vaas, puis partout où il les a rencontrés, comment il a consacré sa vie au service du roi et de la France. Même les Anglais reconnaissent la grandeur de la victoire française. Leur chronique parle de la désastreuse campagne de Knoll.
Elles admettent que la division de l'armée anglaise fut une erreur fatale. Elles reconnaissent que Du Guesclin s'est montré supérieur en rapidité et en tactique. La bataille de Pont-Valin reste un exemple parfait de victoire par l'audace. Du Guesclin n'avait pas forcément plus d'hommes que les Anglais. Il n'avait pas de nouvelles armes révolutionnaires. Il n'a pas bénéficié d'une chance extraordinaire. Il a simplement été plus rapide, plus malin, plus déterminé. La marche de 160 km en 2 jours défie l'imagination. Essayer de marcher 80 km en une journée, sous la pluie, dans la boue, avec une armure et des armes. C'est pratiquement impossible. Pourtant, Du Guesclin l'a fait. Et ses hommes l'ont suivi parce qu'ils lui faisaient confiance. L'attaque surprise à l'aube montre que la guerre médiévale n'était pas qu'une question de charge héroïque et de combat singulier. C'était aussi une question de renseignement, de rapidité, de surprise. Du Guesclin a compris cela. Il a refusé de jouer selon les règles que les Anglais maîtrisaient. Il a créé ses propres règles. La coordination avec Sancerre prouve que la stratégie militaire française se modernisait. Plus de grandes armées féodales désorganisées, où chaque seigneur fait ce qu'il veut. Non, une armée professionnelle où les généraux communiquent, planifient ensemble, exécutent des plans coordonnés. Pont-Valin marque la fin de l'hégémonie anglaise. Après Crécy et Poitiers, les Anglais semblaient invincibles. Après Pont-Valin, ils ne le sont plus. La guerre de Sainte-Anse est loin d'être terminée en 1370, mais la dynamique a changé. Les Français reprennent l'initiative. Ils reconquièrent leur territoire. Ils regagnent confiance en eux. Et tout cela grâce à un petit noble breton, laid et trapu, qui savait mieux que quiconque comment gagner une guerre. Bertrand du Guesclin n'était peut-être pas le plus beau des chevaliers. Il n'était pas né dans la plus haute noblesse. Mais il était le meilleur général de son temps. Et à Pont-Valin, il l'a prouvé au monde entier. 3000 Anglais surpris au réveil. Une armée détruite en quelques heures. Des mois de pillage anéantis en une journée. C'est cela, Pont-Valin. C'est l'histoire de comment l'audace, la rapidité et l'intelligence peuvent triompher de la force brute. C'est l'histoire d'une des plus grandes victoires françaises de la guerre de Cent Ans. C'est l'histoire d'un moment où tout a basculé.